Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin dans ce cadre très sympathique. J'aime beaucoup votre démarche très innovante et au fond, ça me fait plaisir d'échanger ce matin avec vous sur un sujet qui vous tient à cœur et qui me tient un peu à cœur, je dirais, professionnellement aussi et en tant que citoyen. Alors la transition écologique dans l'énergie, nous la vivons, nous essayons d'ailleurs de la provoquer ou au moins de l'accélérer, restons modestes. Moi, au début, quand j'ai pris la direction de Suez, il y a comme maintenant une éternité, c'était un groupe bancaire. C'était un groupe bancaire et avec mes collègues, on avait décidé de changer à la fois de secteur et de nature, puisque c'était une holding bancaire, et on a décidé, puisqu'on avait l'impression que le secteur des services financiers n'était pas, pour nous, le plus porteur, on a tout vendu, on est sorti complètement, Indosuez, Sofinco, de toutes les banques, et on s'est retrouvé pendant 3 mois devant la feuille blanche, qu'est-ce qu'on va faire ? Et on a décidé d'être un acteur de l'énergie et de l'environnement. À l'époque, c'était des métiers tranquilles, calmes, sous les radars, qui n'intéressaient pas. C'était la mode des dot-com. Et ça a été vrai pendant assez longtemps. Évidemment, ça ne l'est plus. Le secteur de l'énergie est d'ailleurs un secteur dans lequel, technologiquement, il ne s'était pas passé grand-chose pendant près de 40 ans. Les technologies de production d'énergie étaient restées à peu près les mêmes, avec des progrès linéaires, mais pas de rupture. Et soudainement, nous vivons, alors depuis 10 ans, 5 ans, une vraie révolution, je dirais même plutôt une triple révolution. Alors, elle est technologique. Quand je parle de technologie, elle est technologique, digitale et culturelle. Parce qu'il y a aussi une révolution technologique dans l'énergie qui ne doit rien au digital. C'est une révolution qui concerne les technologies spécifiques liées à l'énergie, la production photovoltaïque, qui n'existait pas ou presque pas auparavant, qui a fait des progrès absolument spectaculaires, alors favorisés évidemment par les subventions massives, d'ailleurs que l'Europe, les pays européens, ont apporté à cette technologie, qui a profité beaucoup à l'industrie chinoise. Mais au total, les coûts ont baissé de façon spectaculaire. Je rappelle que les premières aides au secteur photovoltaïque en France permettaient aux producteurs de vendre leur énergie à l'État ou à travers EDF à 700 €. Et aujourd'hui, les derniers appels d'offres au Moyen-Orient ou au Mexique conduisent à des prix de l'ordre de 20 $. Bon, donc, progrès absolument spectaculaire. Et donc, aujourd'hui, une énergie qui n'est pas encore linéaire, qui est intermittente, mais qui est extrêmement bon marché et compétitive. Il y a eu l'éolien aussi, l'éolien onshore, l'éolien offshore, et puis les pompes à chaleur ont fait des progrès technologiques, les échangeurs de chaleur ont fait des progrès technologiques considérables, le stockage d'énergie également. Donc ce sont des progrès spécifiques au secteur de l'énergie après des années de rupture, des années où il ne s'était pas passé grand-chose, donc on a eu une rupture. Cette rupture, elle porte aussi sur la dimension des équipements. Et on ne le souligne pas assez. C'est, à mon avis, une des caractéristiques les plus spectaculaires des énergies renouvelables, parce que ces énergies sont renouvelables, c'est-à-dire qu'elles ne pompent pas dans un stock d'énergie fossile, mais surtout ces technologies ont conduit à une miniaturisation des équipements. Pendant 40 ans, 50 ans, on essayait de réduire les coûts de fabrication de l'énergie en augmentant la taille des équipements. Et finalement, on construisait
des centrales charbon qui faisaient près de 1000 mégawatts, les centrales nucléaires sont passées de 600, 700 à 900, puis 1100, 1300, et avec l'EPR, on est à 1600 mégawatts. Les centrales à gaz, c'est pareil. Partie de moteurs d'avion, et puis on a fait grandir ces moteurs d'avion pour faire des centrales à cycle combiné qui font entre 400 et 500 mégawatts. Tout ça, chaque unité, ça vaut 1 milliard à peu près, enfin 1 ou plusieurs milliards. Et donc, concentration aussi du nombre d'acteurs, parce que ces grands équipements ne pouvaient pas être financés par des acteurs de petite taille. À partir des nouvelles technologies, inversion complète de cette tendance. On est passé d'unités de plus en plus grandes à des unités de plus en plus petites aujourd'hui. Miniaturisation, entre une centrale de 1000 MW et les éoliennes, c'est de l'ordre d'une éolienne, c'est quelques mégawatts, donc on divise par 1000. Quant aux panneaux photovoltaïques, on divise encore par 1000, voire encore par 1 million. Pour les panneaux individuels ou ceux que vous pouvez avoir au dos de votre portable. Et cette miniaturisation rend dès lors possible la décentralisation. Évidemment, quand il y a des grosses unités, on les concentre sur un petit nombre de points du territoire. Par contre, avec des unités de l'ordre du kilowatt, ça rend possible l'individualisation, ça rend possible, ça rapproche l'énergie du consommateur, ça rapproche des territoires, et donc cette énergie peut devenir complètement décentralisée. Et évidemment, par la réduction de son coût, elle devient aussi à la portée des consommateurs. Les consommateurs, qu'ils soient industriels, de services, que ce soit la grande distribution, ou que ce soit les particuliers, peuvent aussi produire leur propre énergie. Donc cette révolution technologique, elle a de multiples aspects, mais elle est fondamentale et nouvelle. C'est la première révolution. La deuxième révolution, bon, elle est digitale, je ne développe pas, c'est une évidence, mais le digital irrigue le secteur de l'énergie comme les autres secteurs. Pour un groupe comme le nôtre, nous avons 23 millions de consommateurs individuels, les relations avec les consommateurs changent évidemment beaucoup grâce au digital, mais nous sommes également très présents dans l'efficacité énergétique. Avec l'Internet des objets, on met des capteurs partout qui communiquent entre eux et on monitore de façon complètement différente tous les systèmes de production ou de gestion de l'énergie. Avec aussi 23 millions de clients, plus beaucoup de clients industriels, la collecte et le traitement de l'ensemble de ces données donne au big data dans un groupe comme le nôtre, en tout cas, une dimension aussi très particulière. Et on parle de réseaux intelligents, de villes intelligentes. Nous sommes évidemment plongés dans ces problématiques. On pourrait y revenir si vous souhaitez. Troisième révolution, la révolution culturelle. Le rapport à l'énergie est en train de changer. Le rapport des consommateurs, le rapport des citoyens à l'énergie. Je le disais, il y a une vingtaine d'années, il y avait presque une certaine indifférence à l'énergie, selon les gens ne s'intéressaient pas, soit produite par du charbon, du nucléaire ou du renouvelable, peu importe. Aujourd'hui, c'est différent, les gens veulent savoir, et parfois ne veulent pas de l'énergie produite à partir de charbon ou de nucléaire. Dans une certaine mesure, ils peuvent un peu choisir. On peut choisir aujourd'hui d'être alimenté exclusivement d'énergie renouvelable. Pardon ? Ah oui, d'accord. C'est mieux là, hein ? Ah oui. Bon, alors je reprends à zéro. Bien. À côté de cet aspect, je dirais, relation avec du consommateur à l'énergie, il y a aussi la dimension climatique qui a pris, évidemment, et nous en réjouissons tous ici, je crois, avec la COP21, une dimension planétaire.
Vous évoquiez tout à l'heure le prix du carbone. Voilà un combat que vous menez, que je mène également à mon niveau. Alors cette révolution, voilà, ça c'est le contexte. Dès lors, un groupe comme le nôtre, qui avait fait le choix de l'énergie et de l'environnement, même si on a splitté les deux sociétés, Engie pour l'énergie et Suez pour l'environnement, les groupes comme les nôtres devaient en tirer les conséquences. Alors chez Engie, qui s'appelait à l'époque Gaz de France, enfin GDF Suez, en 2013, nous avons, avec notre conseil d'administration, pris la mesure de ces profondes transformations et décidé de basculer du monde ancien de l'énergie vers le monde nouveau de l'énergie. On a décidé de déprécier massivement nos actifs qui allaient devenir définitivement obsolètes et d'investir massivement dans la transition énergétique avec cette ambition de devenir leader d'abord européen de la transition énergétique et 2 années plus tard, nous avons décidé de devenir leader mondial de la transition énergétique. Ceci nous a amené à nous développer sur 3 de nos piliers qui existaient, mais qui dès lors devenaient centraux pour notre avenir. La production électrique bas carbone, les infrastructures énergétiques, les réseaux, et troisièmement, les solutions clients. Alors, premier secteur, premier domaine, la production électrique bas carbone, et par bas carbone, nous entendons renouvelable et gaz. La renouvelable, c'est l'hydroélectrique, bon, qui est une des grandes dimensions historiques de notre groupe. Nous sommes le deuxième producteur d'électricité au Brésil, par exemple, et essentiellement à partir de production hydroélectrique que nous avons nous-mêmes développée. C'est le solaire et l'éolien. Nous sommes le numéro 1 en France dans le solaire et dans l'éolien. C'est la biomasse aussi, et c'est également la géothermie. Alors géothermie, on développe la géothermie à haute température pour produire de l'électricité, évidemment pas en France, mais enfin en Indonésie, et par contre la géothermie douce pour la chaleur en France. Et puis c'est le gaz. Alors nous considérons que le gaz, alors gaz naturel et bien entendu développement de plus en plus important du biogaz, du gaz renouvelable, et dans les gaz renouvelables, d'ailleurs, nous incluons l'hydrogène renouvelable, font partie de l'équation. Et plus on développe le caractère intermittent de nos systèmes énergétiques à cause de l'éolien et du solaire, plus le gaz a une utilité du fait de sa flexibilité, et qu'en quelque sorte, le gaz permet un coût de stockage de l'énergie parfaitement compétitif. Deuxième vecteur, les infrastructures. Alors, dans notre cas, c'est essentiellement en France les infrastructures gazières, mais dans le monde, infrastructures gazières et infrastructures électriques. Nous avons, par exemple, construit une grande ligne à haute tension qui relie le nord et le sud du Chili, qui était coupée sur le plan énergétique. Mais on a construit aussi des systèmes gaziers dans le monde, des terminaux méthaniers dans le monde entier. Troisième secteur, les solutions clients, c'est aussi bien c'est plus que le B2C, pardon. Le B2C, c'est nos consommateurs individuels. Alors on en a beaucoup en France, en Belgique, on en a en Grande-Bretagne, en Australie, en Italie. Mais c'est plutôt le B2B chez nous qui est très important, et nous avons la base de clients énergétiques la plus importante au monde. Sur nos 150 000 personnes chez Engie, 100 000 travaillent dans les services destinés aux entreprises, et 50 000 sur l'électricité et le gaz. Donc nous sommes avant tout sur le plan humain une entreprise de services et de services énergétiques,
qui fait d'Engie le numéro 1 mondial de l'efficacité énergétique. Nous avons un chiffre d'affaires dans ce domaine de 17 milliards d'euros, donc c'est important. Donc, service d'efficacité énergétique, solutions clients, B2B, B2C et B2T, c'est Business to Territories, les territoires, les villes, les groupements de villes, les régions, les départements, voilà. C'est un segment qu'évidemment, notre groupe, depuis plus d'un siècle, sert. Nous accompagnons les collectivités territoriales. Mais aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, du fait de la miniaturisation des équipements, du fait également de cette dimension culturelle très forte, les territoires veulent avoir une stratégie écologique, énergétique, et la technologie, le digital leur en donne les moyens. La décentralisation, la miniaturisation des équipements donnent aux collectivités les moyens de définir à leur niveau une stratégie énergétique, une stratégie de transition énergétique. Ça vaut évidemment pour les grandes villes. Toutes les grandes villes veulent devenir des smart cities, mais c'est légitime. Mais c'est vrai aussi pour les petites villes. Nous avons des contrats de performance énergétique ou ce qu'on appelle les territoires à énergie positive. Dans notre cas, on avait inventé cette formule d'ailleurs chez Engie, et puis elle nous a été un peu piquée par Ségolène Royal dans le cadre de la loi de transition énergétique. Donc on a rebaptisé nos contrats Terrinnov, territoire innovant. Mais on a signé des contrats Terrinnov avec des grandes villes, mais aussi avec des petites villes de quelques milliers d'habitants. Et c'est très intéressant. Et encore une fois, je considère cette ambition des territoires de décider de leur avenir énergétique, dans une certaine mesure, comme complètement légitime et désormais rendu possible par la technologie. Je pourrais dire un petit mot de Suez aussi. Vous ne l'avez pas mentionné, mais je préside les deux sociétés. Comme je ne suis plus directeur général d'aucune d'entre elles, donc présidant les deux, maintenant j'ai si maîtrisé ma relation avec Engie et avec Suez. Et Jean-Louis Chaussade et ses équipes sont totalement investis dans l'économie circulaire, l'économie de la ressource. Et pour ma part, je vois un parallèle intéressant entre l'économie circulaire et l'énergie circulaire. Là aussi, les technologies dans le domaine de l'énergie ont rendu possible ce concept qui n'est pas encore très développé d'énergie circulaire, qui passe à un moment donné par l'hydrogène. Je développerai tout à l'heure, si vous le souhaitez, par l'hydrogène renouvelable, qui permet de boucler la boucle de l'énergie, gaz to gaz, en passant par l'électricité. Voilà. Un dernier mot, si vous le permettez, avant de répondre à vos questions, sur ce qui se passe dans le monde au regard du climat. La transition écologique va bien au-delà du climat. Néanmoins, le climat est devenu une dimension collective, mondiale, majeure. Le miracle institutionnel de la COP 21, où presque tous les pays du monde se sont retrouvés sur cette thématique du climat, c'était pas absolument évident. Pas évident, évidemment, qu'ils se retrouvent aussi nombreux, mais qu'ils se retrouvent sur cette problématique. Il y a quand même d'autres problèmes dans le monde. Il y a le terrorisme, il y a la faim dans le monde, il y a l'accès à l'eau dans le monde, il y a l'accès à l'énergie, il y a la santé, la faim, etc. Bon, non, le climat. Problématique d'ailleurs de moyen et de long terme. Et je trouve ça absolument fascinant. Je voudrais dire en conclusion que je suis en revanche évidemment inquiet de voir que même si tous les engagements pris à Paris étaient appliqués intégralement, eh bien, la température du globe augmenterait de 3 degrés, et on sait que entre 1,5 degré et 3 degrés, comme disent certains, c'est la fin du monde.
Je crois que c'est un peu exagéré, mais enfin quand même, c'est majeur. Je crois beaucoup à l'instrument du prix du carbone pour donner, je dirais, une mesure, une quantification du climat à tous les acteurs économiques. Le prix du carbone fait des progrès. On souhaiterait qu'il soit plus rapide, mais en Chine, au Canada, au Mexique, au Chili, ça progresse. Ça régresse un peu aux États-Unis, encore pas partout. Mais par contre, ça ne progresse pas assez en Europe. En Europe, où il y a désormais une contradiction à mes yeux entre les engagements que l'Union européenne a pris dans la COP21 et puis le prix du carbone tel qu'il ressort du système européen de l'ETS, qui dépasse pas, qui reste scotché à moins de 10 euros. Donc je milite pour un accord au moins franco-allemand qui pourrait être suivi par la Hollande et la Belgique pour un prix minimum du carbone, donc un prix minimum des enchères ETS qui, d'après les estimations que nous avions faites avec Canfin et Grandjean, devrait être entre 20 et 30 euros au début pour atteindre 50 euros en 2030. Voilà, je m'arrête là pour répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup. Donc on va passer, comme c'est la tradition, à la question qui fâche de la Fabrique écologique. Donc Dominique Westland, secrétaire général de la Fabrique écologique. Oui, alors de façon assez inhabituelle, vous avez répondu à la question avant que je l'ai posée. La question qui fâche, il y avait la version soft, c'était est-ce qu'on peut encore sauver le marché du carbone ? Et la version hard, c'était avez-vous le sentiment que le rapport auquel vous faisiez allusion en juin 2016 a servi à quelque chose? Parce que vous y préconisiez effectivement une sorte de serpent du prix du carbone. Oui, alors avec Canfin et Grandjean, on avait recommandé un corridor de prix du carbone, c'est-à-dire un minimum, mais un minimum croissant dans le temps, et ce minimum devant être effectivement, dès 2020, entre 20 et 30, et monter ensuite à 50 euros en 2030. Et il était logique aussi, pour donner de la visibilité aux entreprises, de mettre un prix maximum. Ce système, d'ailleurs, techniquement, était compatible avec l'ETS, c'est-à-dire que ce prix minimum était un prix de réserve des enchères de certificats. Et d'ailleurs, il est pratiqué au Québec et en Californie, qui ont couplé leur système. Et ça marche. Donc, c'était techniquement possible. Mais il était, à nos yeux, quasiment certain que ça ne marcherait pas à 28, ni à 27. Même si la Grande-Bretagne a mis en place un système, pas le même, mais enfin, qui est un vrai prix minimum du carbone. Pourquoi ? Parce que on sait que l'Europe à 27 n'avance plus. Elle n'avancera pas dans ce domaine et rien ne sera possible. Il y a eu quelques améliorations au système ETS qui ont été décidées à la fin de l'année dernière, après 2 années de discussion entre la Commission, le Conseil et le Parlement. J'avais créé un groupe qui s'appelle le groupe Magritte des grands énergéticiens européens et nous avons milité pour un certain nombre d'améliorations, dont d'ailleurs la Market Stability Reserve, qui est une forme de banque centrale des certificats. Enfin, tout ça, ça fait progresser à la marge. Et donc, je le dis, aujourd'hui, on est passé de 5 à un peu moins de 10. Bon, ça reste insuffisant, même si c'est presque un doublement. Donc il fallait faire autre chose. Ne pouvant pas le faire à 27, on s'est dit commençons par le bas. Donc nous avions recommandé un accord franco-allemand. Et dans leur enthousiasme, d'ailleurs sympathique, François Hollande et Ségolène Royal ont dit un prix du carbone à 30 euros, on va le décider tout seul, nous en France. Ils l'ont annoncé.
Alors on a tout de suite repris notre plume avec Canfin et Grandjean pour expliquer que là, on se tire une balle dans le pied. Je m'explique en 2 mots. Si la France décide d'appliquer sur sa production électrique un prix du carbone à 30 €, ce prix va être payé essentiellement par les producteurs d'énergie fossile, donc producteurs de charbon. Bon, nous, on n'en est pas en France, mais enfin, il y a EDF et E.ON, il y a 4 sites. Et puis, et la production à gaz. Le résultat, c'est que on va pénaliser notre production domestique, on va augmenter les coûts, et la conséquence mécanique était très simple. On tuait toute notre industrie. Alors, charbon, on peut le regretter ou pas, enfin, quand même, instantanément. Toute la production à gaz, qui sert en fait à ajuster le système. Au profit de quoi? Au profit des seules capacités chez nos voisins qui existent véritablement, c'est-à-dire les productions charbon lignite allemandes. Donc à la fois, on tuait notre industrie de production d'électricité et au total, on avait un bilan carbone négatif au niveau de l'Europe, puisque les productions de substitution, si on remplace la partie gaz française par charbon et lignite allemand, on a un bilan négatif. Alors on avait proposé, pour ne pas, comment dirais-je, faire perdre la face à l'État, on dit, vous créez cette taxe, enfin ce prix minimum à 30 € uniquement sur le charbon en 3 ans. Donc, ce qui conduisait à fermer les centrales charbon en 3 ans. Immédiatement, il y a eu à Gardanne des grèves, etc. Et donc, tout ça a été mis aux oubliettes. On était là, de toute façon, à 1 an des élections. Voilà. Donc on en est là aujourd'hui. Je crois qu'il faut essayer de reprendre le dossier avec l'Allemagne. L'Allemagne n'était pas prête, puisqu'elle était en campagne électorale. L'Allemagne n'était pas prête à regarder les choses en face aujourd'hui. Peut-être que demain, ça va changer. Peut-être qu'avec une nouvelle coalition, ça va changer. Je ne suis pas exagérément optimiste, quand même. Je ne suis pas exagérément optimiste. Je pense que le prix du carbone va se développer dans le reste du monde, désormais, avant l'Europe. Encore une fois, et quant à l'Europe à 27, viennent de faire un effort considérable. Maintenant, la nouvelle réforme est entrée en service la fin de l'année dernière. Il ne se passera plus rien, parce que c'est toute modification à 27. Aujourd'hui, c'est un tel chemin de croix. Et la Commission ne veut pas. Elle est passée à autre chose. Elle considère avoir fait son travail. Il est à nos yeux insuffisant, mais il en fait quelque chose. Et donc, ça ne bougera plus. Voilà. Très bien. On va peut-être passer à un premier jeu de questions. Alain, si je veux demander à chacun peut-être de se présenter en amont. Alain, ce n'est pas nécessaire. Bon, t'es gentil. Je suis un peu déçu, mais pas surpris, que dans ce thème de la transition écologique, le mot biodiversité n'ait pas encore été prononcé. Et quand on pense à l'énergie, à la biodiversité, on voit qu'il y a une question qui se pose de plus en plus en France, c'est la réserve qu'ont certains sur le développement des énergies renouvelables, éolien, photovoltaïque, voire hydrolien, qui affectent la biodiversité. Alors ma question, est-ce que c'est un vrai problème pour les fournisseurs d'énergie? Et puis dans la foulée, ce soir il y a Cache Investigation, ça t'a pas échappé? Est-ce que qui va porter sur les producteurs d'eau, les gestionnaires d'eau? Est-ce que c'est une émission qui t'inquiète? Deux, trois questions Non, je vais répondre à Alain. Sur la deuxième question, là, pour le cas particulier, je ne sais pas ce qui va être dit sur nous. En général, c'est jamais des choses très sympathiques, donc on devrait s'inquiéter, mais enfin, je n'ai pas encore eu le temps de m'en inquiéter. Mais une fois précédente, j'avais eu droit à une très belle émission sur notre usine à charbon d'Hazelwood,
que d'ailleurs nous avions à l'époque l'intention de fermer, mais on ne l'avait pas encore annoncé, et je ne voulais pas faire le cadeau à cette émission de l'annoncer à cette seule occasion. Et donc nous l'avons fermé depuis. Enfin, on avait quand même eu droit à une pluie de critiques assez violentes. Voilà. Sur la biodiversité, bien sûr, c'est une dimension à prendre en compte de façon impérative par tous les acteurs, quels qu'ils soient, tous les acteurs économiques, à commencer par les acteurs énergétiques. Moi, je me souviens, on avait un grand projet photovoltaïque qui, à l'époque, était le plus important en France, dans les Alpes. On avait quatre tranches. On a dû abandonner la quatrième parce qu'il y avait localement une espèce d'insecte de papillon en particulier. On a absolument respecté cette règle. Tout récemment encore, nous avions un projet d'éolien offshore en mer, au Tréport. Alors, c'est un projet sur lequel nous travaillons depuis 15 ans. C'était la Compagnie du Vent qui y travaillait depuis longtemps. Et ce projet avait sur un petit bout, mordait un peu sur une zone protégée. Oui. Qui avait émis un avis négatif. Alors cet avis négatif, parce que ça handicapait notamment la construction. Une fois construit, c'était différent, mais la construction des éoliennes en mer, qui sont comme de très grands ouvrages, perturbaient considérablement la reproduction des poissons, et nous avons aussi des pêcheurs, mais ce n'étaient pas eux qui étaient les plus en pointe, là. C'était les garants de la biodiversité de ce parc naturel marin. Donc on a pris en compte ces objections, et on a complètement changé notre projet. Alors, pas géographiquement, parce que ce n'est pas nous qui avions le choix. Au passage, je me permets de faire remarquer que l'État est un peu particulier. Il dit, vous allez construire des éoliennes là, je lance un appel d'offres, puis après il nous dit, attendez, là vous mordez sur un parc naturel marin, ça ne va pas du tout. Mais ce n'est pas nous qui avons décidé de le faire à cet endroit. Donc, on a accepté ça, et on a changé, on a décidé par exemple d'arrêter tout battage pendant 4 mois de l'année. Le battage, qu'est-ce que c'est? C'est quand on est en face des pieux, on tape sur des pieux avec beaucoup de force pour les enfoncer dans le sous-sol marin. Évidemment, ça fait beaucoup de bruit et ça éloigne les poissons au moment de la fraie. Et donc pendant 4 mois, on va laisser les poissons se reproduire. On a fait beaucoup de changements comme ça, et l'Agence nationale de la biodiversité, qui était l'ultime institution à pouvoir bloquer l'opération, a considéré qu'on avait bien pris en compte toutes les observations du parc national marin, et a fini par donner son autorisation. Alors au passage, je le dis, j'ajoute, pardon, c'est plus de la biodiversité, mais ayant obtenu ce dernier feu vert, on s'est dit, ça y est, au bout de 15 ans de travail, on va pouvoir commencer. Eh bien non, il y a 2 jours, l'État a publié, alors je ne sais plus si c'est un décret ou une loi, c'est même une loi, c'est une loi, un projet de loi, pour pouvoir, un amendement à un projet de loi pour pouvoir stopper tous ces projets, renégocier pour faire baisser les prix. Alors c'est vrai qu'entre le début et aujourd'hui, les prix de revient des éoliennes en mer, les prix ont beaucoup baissé, les coûts ont beaucoup baissé. Simplement, il y a un moment donné, il faut aussi donner confiance aux acteurs. Et je pense que ce n'est pas terrible pour la filière. Quand l'État signe ferme, après, il peut se permettre, c'est un contrat,
il peut se permettre unilatéralement par une loi pour dire « moi, je ne vais pas respecter ma signature ». C'est la volonté du Parlement. Pas terrible. J'en profite peut-être pour vous compléter la question. Vous m'entendez peut-être. Pour compléter la question, on est quand même un pays assez original, puisque sur l'éolien en mer en particulier, c'est très très visible évidemment. Tous ces appels d'offres datent d'il y a 5, 6, 7, 8 ans. Et absolument rien n'est sorti aucune éolienne. Comment vous expliquez ça? Quelle est votre analyse de cette situation qui est quelque chose une espèce de ritournelle de tous les gouvernements depuis 10 ans, de simplification, etc. Mais manifestement, on n'y arrive pas. Oui, je trouve ça très, très attristant, surtout de la part d'un gouvernement qui veut s'engager, qui veut essayer d'atteindre les objectifs en matière d'énergie renouvelable en France. Finalement, on bute sur beaucoup d'obstacles. L'éolien à terre est très difficile à développer en France à cause du nombre de recours. Les gens n'ont pas envie d'avoir des éoliennes chez eux. Alors ça, on le comprend. Mais enfin, il y a aussi des territoires en France qui sont à la fois peu habités et vantés. Donc on devrait pouvoir en trouver. Mais aujourd'hui, le développement est considérablement freiné. Et puis sur l'éolien offshore, alors là, vous avez raison, là c'est spectaculaire. Ça fait près de 15 ans que la réglementation existe, est favorable. Je rappelle qu'au début, il y avait pour l'offshore comme pour l'onshore un tarif affiché. Ça fait qu'il suffisait d'obtenir un permis de construire, et même pour une éolienne en mer, et vous pouviez la construire et avoir un prix fixe de l'électricité pendant 20 ans. Ensuite, le gouvernement a transformé ça en appel d'offres, a lancé des appels d'offres, a annoncé les résultats des appels d'offres par des grandes cérémonies où on célébrait les vainqueurs, etc. Et puis après, les ennuis se sont accumulés. Et aujourd'hui, des années après, la France accuse un retard invraisemblable. Il n'y a pas une seule éolienne en mer sur les côtes de notre pays, alors qu'on a des kilomètres et des milliers de kilomètres de côtes. Et ce n'est pas pour demain, puisque aujourd'hui, le gouvernement s'est doté par cet amendement de la possibilité de tout annuler. Il dit, au fond, je vais renégocier les prix, et en gros, si vous n'acceptez pas les prix réduits que je vais vous imposer, j'annule. Bon, je trouve ça honteux. C'est la parole de l'État qui est en cause. Comment voulez-vous que des industriels fassent confiance, où on a dépensé des dizaines et dizaines de millions pour le Tréport, un peu, parce que c'est vieux, un peu moins sur Noirmoutier. Aujourd'hui, on a envie d'aller voir ailleurs. Franchement, c'est décourageant. Bien, alors on va continuer là-bas. Peut-être tu peux passer et puis tout le monde arrivera à parler. Dominique Pialot, je suis journaliste à la Tribune. Justement, je voulais revenir sur ce dernier amendement. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, à votre avis, sachant qu'initialement, on avait parlé d'un accord sur un profit sharing auquel étaient parvenus les acteurs et l'État en décembre. Et puis donc, est-ce que en fait, cet accord a été impossible? Est-ce que certains acteurs ont adopté une attitude un peu trop raide, peut-être? Et comment vous allez réagir là, étant donné ce qui vient de se passer? Quelle est la position d'Engie sur le sujet? Merci. Oui, alors moi je laisse la direction générale d'Engie. J'ai été pendant trop longtemps dans cette position pour réagir officiellement, et vous avez peut-être remarqué que depuis que je suis chairman, je n'ai jamais parlé d'Engie publiquement. Donc je suis prêt à parler des sujets généraux, mais pas ni d'Engie ni de Suez. Un seul porte-parole par entreprise. Alors globalement, moi je suis très attristé par ce qui se passe.
Autrement dit, c'est l'État qui tire parti de ses propres incapacités à faire vite, de ses propres lenteurs, pour dire, regardez, c'est un vrai scandale, enfin, un vrai scandale, situation complètement anormale. Les prix aujourd'hui de l'offshore en mer du Nord, que ce soit allemande ou anglaise, sont beaucoup plus bas que le résultat des appels d'offres en France. Alors, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'État français a lancé les appels d'offres, ça fait maintenant quelques années, les consortiums comme le nôtre, comme EDF ou comme Iberdrola ont conclu des accords fermes pour pouvoir offrir un prix ferme de l'électricité. Il fallait avoir un prix ferme de la part des constructeurs d'éoliennes, ce qui a été fait. Mais c'était avec les technologies de l'époque. Parfois, on a été un tout petit peu en déséquilibre avant. Nous, pour le dernier appel d'offres, on avait choisi avec Areva une éolienne de 8 MW qui était un dérivé d'une éolienne existante, mais qui n'existait pas encore. Bon, donc, je pense que ça a compté pour nous permettre d'anticiper un peu une baisse de prix sur une technologie à créer. Mais enfin, on avait donc des prix fermes des constructeurs. Et puis après, les processus administratifs ont pris énormément de temps. Et à la fin, quand on arrive à la dernière procédure, qui était l'Agence française de la biodiversité pour ce qui nous concerne, tous les feux verts administratifs ont été obtenus, c'est-à-dire 3 ans ou 4 ans, en tout cas pour nous, c'est 4 ans ou 5 ans après avoir bâti le projet. Alors évidemment, entre-temps, les prix, il y a eu des appels d'offres en mer du Nord, où il y a même eu des appels d'offres où les constructeurs ou les consortiums ont bidé sans prix garanti, donc au prix de marché. Et parfois, lorsque les prix étaient affichés, c'était des prix de l'ordre de 60, 70, donc nettement inférieurs au prix français. Alors, il faut dire que d'abord qu'il y a beaucoup plus de vent qu'en France. Les côtes françaises, sauf dans l'ouest, sont pas extraordinairement ventées. En tout cas, il n'y a rien à voir avec la mer du Nord. Et puis les fonds ne sont pas toujours les meilleurs en France. Donc il faut tenir compte de ça. Et puis je trouve qu'il faut surtout tenir compte de la parole de l'État. Il a lancé un appel d'offres. Il y a eu des consortiums, il y a eu des compétitions. Bon, à la fin, il y a un consortium qui a gagné à un certain prix. L'État l'a accepté, il a même publié. Bon, et dire 4 ou 5 ans après, ben non, on change tout. Alors, par négociation, ça aurait peut-être été possible. Moi, c'est la voie que j'aurais préférée. La voie de la loi, franchement, elle est décourageante. Alors, au fond là-bas. Ouais. Merci, Gérald Dumas pour la CFDT. Je m'occupe de développement durable. Alors, venant d'une organisation syndicale, on a forcément un prisme particulier sur les questions de transition énergétique. Bien sûr, on y est favorable et on souhaite qu'elle se réalise dans les meilleurs délais. Simplement, on a cette attention particulière à la création d'emplois. Et on s'aperçoit qu'en France, depuis un certain nombre d'années, malgré l'émergence des énergies renouvelables, on a du mal à développer des filières fortes, industrielles sur le territoire français. L'absence aussi peut-être de véritables ensembliers leader mondial, peut-être Genji pourrait l'être un jour. Et du coup, ma question, puisqu'on a beaucoup critiqué la politique, la stratégie du gouvernement, qu'est-ce qui, selon vous, serait une bonne politique industrielle pour le développement des énergies renouvelables et de l'emploi en France ? Alors, je crois qu'il faut distinguer la partie manufacturière, la dimension manufacturière et la dimension service, mise en place, exploitation. Sur le premier volet, c'est vrai que ce n'est pas un grand succès.
Alors la France n'est pas la seule responsable. Prenez le photovoltaïque. Ce sont les subventions européennes qui ont permis à l'industrie chinoise à la fin, finalement, de tuer pratiquement toute l'industrie européenne, l'industrie allemande, qui était beaucoup plus en avance que l'industrie française. Elle a été décapitée. Et l'industrie américaine, à une ou deux exceptions près, dont SunPower. Nous, on avait essayé à un moment donné, il y a quelques années, j'avais essayé avec Christophe de Margerie. On avait des chercheurs de l'université de Louvain, dans une filiale commune entre Petrofina, l'ex-chien Petrofina et Electrabel, donc c'est en Belgique, développer un procédé de fabrication de cellules photovoltaïques qui était compétitif. Donc on s'est dit on va y aller. On a construit une usine, donc il faut 2 ans pour construire une usine, et on l'inaugure en grande pompe avec le Premier ministre belge. Et au moment de la sortie, on était déjà un peu limite, parce que les prix baissant de 20% par an, voilà. Donc on a été juste compétitif moins le jour de l'inauguration. Bon, 1 an plus tard, les prix de marché avaient baissé de 20%, on commençait à être pris à la gorge. 2 ans plus tard, les prix avaient baissé de 40%, on a fermé l'usine. Dans l'éolien, on a beaucoup cherché, on a beaucoup travaillé avec Areva, qui était notre fournisseur, pour installer des usines en France, et notamment l'usine du Havre. J'étais allé plusieurs fois, on avait discuté avec le maire du Havre sur le lieu d'implantation. Bon, tout ça a bien marché, on a gagné l'appel d'offres, on a franchi tous les obstacles, y compris le dernier, et tout ça s'arrête, et va peut-être s'arrêter. Donc, si vous voulez, les acteurs essayent de tenir compte des contraintes dans ce domaine manufacturier, mais là, franchement, la décision de l'État est assez décourageante. Alors maintenant, il faut distinguer dans le domaine de la transition énergétique tout le reste, c'est-à-dire aussi les services. Et là, il y a beaucoup d'emplois. Il y a beaucoup de création d'emplois. C'est là que nous avons 100 000 personnes totalement dédiées à l'efficacité énergétique, prestations pour le compte essentiellement des entreprises, des territoires et un peu des particuliers. Et là, je crois que le potentiel, il est considérable. Alors, oui. Merci, Cédric Philibert, Agence internationale de l'énergie. Ma question est un peu prospective. Est-ce que vous pensez que l'Europe, le Japon, la Corée ont finalement les ressources renouvelables en quantité et en qualité, c'est-à-dire en prix, suffisantes pour la décarbonisation non seulement du secteur électrique d'aujourd'hui, mais de l'ensemble du mix énergétique ultérieur quand on aura largement électrifié les transports et l'industrie? Ou est-ce que vous pensez que pour une part, ces ressources devront provenir d'autres régions du monde où les ressources sont très importantes et les besoins énergétiques beaucoup plus faibles? Et comment on les transportera d'après vous? Merci. Bon, moi, je ne pense pas que l'autonomie énergétique de chaque pays, de chaque territoire, soit une obligation. Je dirais, on n'est pas autonome en acier, on n'est pas autonome en cuivre, on n'est pas autonome dans d'innombrables produits. Je dirais, les échanges internationaux sont là pour ça. Et on a quand même beaucoup d'alliés dans le monde qui croient encore au libre-échange. Maintenant, la recherche absolue de la décarbonisation, c'est-à-dire neutralité carbone, elle viendra un jour. Je ne suis pas sûr que 2050 soit possible, tout simplement.
c'est pas absolument un drame. Il faut se situer sur une trajectoire d'1,5 degré, mais la décarbonisation, la neutralité carbone à n'importe quel prix, je ne suis pas sûr que ce soit d'abord possible, et je ne suis pas sûr qu'on doive se fixer cet objectif. Quand on regarde, vous avez les prévisions faites par l'Agence internationale de l'énergie, nous avons à notre conseil d'administration Marie-Josée Nadeau, qui a été la présidente du Conseil mondial de l'énergie et qui, après le conseil qui s'est tenu en Turquie il y a maintenant 2 ans, avait fait une synthèse de l'ensemble des prévisions de mix énergétique mondial à l'horizon 2040-2050. Et il apparaissait très clairement qu'à cet horizon-là, le charbon, on voyait ça, évidemment, sa part baissait fortement. Le pétrole baissait également, beaucoup moins fortement. Et la part du gaz restait stable ou croître. Donc en France, on voit un peu les énergies fossiles comme étant un paquet où on met charbon, pétrole, gaz et tout ça, c'est à éliminer. Bon, c'est pas du tout la vision, ou en tout cas la réalité qui se prépare dans le monde, où, selon ces prévisions, moi que je prends comme des faits, les prévisions sont des faits. Je ne sais pas ce qui se passera, mais la part du gaz va augmenter. Et c'est pas anormal, parce que les renouvelables n'arriveront peut-être pas tout de suite à prendre la place du charbon et du pétrole déclinant. Pour la mobilité, oui, ça prendra une part, mais par exemple pour le chauffage, qui est quand même le chauffage aujourd'hui représente plus que les transports comme consommation d'énergie et nettement plus que l'électricité. Donc, à mon avis, il y aura toujours une place pour le gaz. Le gaz offre de la flexibilité, de la souplesse, est disponible dans le monde entier. Donc, on voit difficilement quelles pourraient être les guerres du gaz à l'échelle internationale. Il y en a beaucoup en Australie, il y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a au Canada, même s'il y en a de moins en moins en Europe. Et il y en a beaucoup en Russie. Et la Russie a été, je le dis ici, historiquement un partenaire extrêmement fiable de l'Europe, qui n'a jamais failli, même pendant la guerre froide. Donc nous avons des grands alliés dans le monde. Donc moi, je ne vois pas la France manquer de gaz un jour, même si nous devons verdir le gaz. Mais là aussi, il faut le verdir sans se fixer forcément à un horizon donné, d'avoir 100% de gaz vert. Je crois que c'est illusoire. Mais sur ce point-là, on a notre note, en tout cas, s'intéresse davantage à ce qu'il faudra faire tout de suite pour développer le gaz vert que sur la crédibilité de l'horizon. Voilà. Non mais juste un mot, moi j'ai beaucoup poussé, alors il y a gaz vert et gaz vert, le biométhane. Le biométhane, c'est-à-dire la production de méthane à partir de fermentation, que ce soit de déchets urbains, de bouts de stations d'épuration, de déchets agricoles, c'est une très bonne chose. Et sans aller jusqu'à ce qu'a fait l'Allemagne, qui fait des productions agricoles dédiées à la production de gaz vert, il y a un potentiel considérable qui est aussi freiné en France, d'ailleurs, par des procédures administratives. Enfin, on a beaucoup développé chez Engie et chez Suez la production de biométhane. Moi, j'ai signé des tas d'accords avec la FNSEA, le monde agricole, les chambres de commerce, les chambres d'agriculture, etc.
Et puis ensuite avec un certain nombre de groupements agricoles et de collectivités pour le développer. Et ce gaz, on le réinjecte en bonne partie. On peut l'utiliser aussi pour faire de l'électricité. Alors, autre question, oui, là-bas, et puis devant. Respecter une particularité. Alexandre Pache, agence Eco & Co. Vous nous avez parlé vous avez évoqué le gaz renouvelable. Donc, qu'est-ce que c'est que le gaz renouvelable? Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? On est un peu perdu parce qu'on entend parler de gisement d'hydrogène naturel, de stockage inerte, l'hydrogène qui n'est pas une énergie mais qui est un moyen de stockage. Moi, je suis un peu perdu. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur le gaz renouvelable? Je ne suis pas un expert, hein. Je veux dire des choses extrêmement simples. J'ai distingué justement le méthane renouvelable et l'hydrogène renouvelable. Le méthane renouvelable, je viens d'en parler. Le méthane, c'est CH4, c'est la même molécule que le gaz naturel. Simplement, le gaz naturel, quand on l'extrait du sous-sol, il est pas renouvelable. Si on l'extrait complètement, un jour, il n'y en a plus. Par contre, le méthane produit à partir de fermentation, de bout de stations d'épuration, de déchets agricoles ou de déchets urbains, on peut considérer qu'il devient renouvelable. Alors, l'hydrogène. Alors, l'hydrogène, il n'y en a pas dans la nature, si je puis dire. Donc, c'est même pas un gaz naturel. Il faut le produire. Aujourd'hui, l'hydrogène est très utilisé dans l'industrie et il est produit à partir de réformage d'hydrocarbures qui non seulement consomment beaucoup d'énergie, mais aussi émettent beaucoup de CO2. Donc, cet hydrogène-là, on peut dire qu'il n'est pas tout à fait propre. Mais l'hydrogène peut être produit aussi de façon différente. À partir d'électricité, d'électrolyse, on fait ça, je dirais, en classe de 4e, avec de l'électricité, on sépare dans la molécule d'eau, H2O, l'hydrogène et l'oxygène. Mais ça consomme de l'électricité. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser de l'électricité verte, par exemple des éoliennes ou du solaire, quand en particulier, ce qui arrive de plus en plus souvent, la production d'électricité renouvelable excède la consommation. Vous le savez peut-être, mais de temps en temps, le prix de l'électricité en France ou en Allemagne devient négatif. Parce qu'il y a tellement de vent, on produit tellement d'électricité à un moment qui ne correspond pas forcément, il n'y a d'ailleurs aucune raison que ça corresponde au pic de consommation, et à ce moment-là, cette électricité, elle est surabondante. D'où l'intérêt de pouvoir utiliser cette électricité surabondante pour faire de l'électrolyse. On produit de l'hydrogène, de l'oxygène. Alors l'oxygène, ça va dans les hôpitaux, on a besoin. L'hydrogène, c'est de l'énergie. Et c'est de l'énergie sous forme de gaz, donc on peut stocker. On ne sait pas stocker l'électricité en grosse quantité. Les batteries, c'est des petites quantités, même aujourd'hui, et à mon avis, pour assez longtemps. On ne pourra pas stocker l'électricité d'un immense barrage avec des batteries. Enfin, je veux dire, ou alors il faudra que la technologie change complètement. Par contre, il existe aussi en hydroélectricité, si je dois être complet, les stations de pompage avec 2 réservoirs, un réservoir haut, un réservoir bas. Quand il y a trop d'électricité, on pompe l'eau en bas pour la mettre en haut. Et puis, quand il y a une demande d'électricité, on vide le réservoir d'en haut. Bon, ça existe, on le pratique beaucoup, nous, chez Engie. Mais enfin, c'est cher. C'est cher, c'est un très gros investissement. Et puis, il faut en général éventrer une montagne pour créer un réservoir artificiel, ce qui est assez difficile. Donc, l'hydrogène est de l'énergie qu'on peut stocker, comme le gaz. Alors, il y a une première étape pour l'utiliser,
c'est de mélanger de l'hydrogène, de 10% d'hydrogène, avec du méthane, donc du gaz naturel. On appelle ce mélange l'ithane. Et on fait une expérience aujourd'hui à Dunkerque, double expérience. D'une part, utiliser ce mélange, cet ithane, pour faire marcher des bus à gaz dans la périphérie de Dunkerque. Au passage, le gaz, même naturel, n'émet pas de particules. Donc il est propre de ce point de vue. Il émet un peu moins de CO2 que le diesel, mais surtout, il émet 0 particules. C'est très utilisé dans beaucoup de villes du monde, comme pour les transports en commun. Curieusement, Paris a développé des bus à diesel en grosse quantité, qui est à l'origine de la pollution de la ville de Paris. Deuxième usage, on distribue dans le circuit de GRDF ce mélange pour les particuliers qui, avec ça, se chauffent ou font la cuisine. Ça, c'est la première étape. Alors, il y a une deuxième étape pour l'hydrogène qui consiste à faire une réaction chimique. Alors, c'est un peu plus compliqué, évidemment, qu'un mélange. Combiner hydrogène et CO2. Et vous faites du CH4 et de l'eau. Et le CH4, encore une fois, c'est le même produit que le gaz naturel. Et ainsi, on boucle la boucle de ce que j'appelle l'énergie circulaire. Aujourd'hui, avec du gaz naturel, on peut le brûler dans des centrales à cycle combiné et on fait de l'électricité. Mais on ne savait pas faire la boucle retour. Aujourd'hui, avec de l'électricité, et notamment cette électricité renouvelable excédentaire, on fait de l'hydrogène par électrolyse, et ensuite, avec de l'hydrogène, on peut détruire du CO2 et produire du méthane, du gaz naturel. Et ainsi, la boucle est bouclée. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. Carole Irigoyen, maire adjoint à l'environnement à la ville de Montrouge. Donc effectivement, sur les problématiques des collectivités, avec la loi et les lois successives de la transition énergétique, on est obligé aujourd'hui de traiter les biodéchets. On a juste ce souci-là, effectivement, c'est de trouver les bonnes entreprises qui peuvent nous proposer des solutions comme la méthanisation, par exemple, à moindre coût, quoi, parce qu'aujourd'hui, ça coûte quand même très cher. Quand on travaille le modèle économique, nous, au niveau des collectivités, le coût de revient est quand même excessif. Par contre, on est quand même complètement partant, justement, dans nos stratégies et nos politiques pour faire de l'environnemental, quoi. Vous avez raison, mais ça fait des progrès. Il y a quelques années, les ordures ménagères, soit on les stockait dans des décharges, soit on les brûlait. Voilà, il n'y avait pas d'autre solution. Alors maintenant, d'abord le tri, on met d'un côté les bouteilles plastiques, on recycle les bouteilles plastiques, enfin on fait du tri de plus en plus fin. Et pour ce qui n'est pas trié, on fait là encore 2 tas, ce qui est biodégradable. Et on le met dans des méthaniseurs qui sont maintenant situés juste à côté des incinérateurs. Alors c'est vrai que ça renchérit le coût final. Par contre, on recycle, on remet dans le circuit de l'économie circulaire davantage de matière. Et on ne brûle à la fin qu'une petite partie, et il y a donc une valorisation au final sous forme d'énergie, parce qu'avec cette énergie, on fait soit de l'électricité, soit de la chaleur, quand on est dans un centre urbain et qu'il y a un réseau de chaleur à proximité. Alors tout ça coûte cher, ça c'est vrai, mais en même temps, je trouve que c'est un plus pour la société. Et je pense que la société doit trouver les moyens de rendre ce circuit, cette économie circulaire,
équilibrée, compétitive, parce que c'est l'intérêt bien compris de la société. Alors aujourd'hui, il y a encore des ajustements entre les différents segments de ce cycle. On n'y est pas encore tout à fait, mais je pense qu'on avance bien et la technologie va nous aider. Oui, c'est Sylvain Rotillon du service de la recherche au ministère de la Transition écologique et solidaire. J'avais deux questions. La première, vous avez abordé la question du rapport aux citoyens et comment est-ce que vous travaillez sur les questions d'acceptabilité sociale des dispositifs. Je pense aux éoliennes par exemple, où il y a un travail à faire autour du paysage, il y a un projet, un parc éolien en Bretagne où il y a une recherche participative autour de l'impact sanitaire des éoliennes, etc., pour arriver à mieux intégrer ces dispositifs. Et l'autre question, c'était par rapport au stockage. Vous n'avez pas beaucoup parlé du stockage de l'énergie et le développement autour des batteries en particulier. Est-ce que ce développement autour des batteries, qui est assez important, ne génère pas une pollution? On exporte notre pollution dans des pays où on va extraire les terres rares, ces matériaux dont on a besoin pour les batteries. Alors, éolien et batterie. D'abord sur l'éolien, oui, vous avez complètement raison. Les acteurs, la société a progressivement pris conscience l'ensemble des nuisances que pouvait représenter l'éolien. D'abord à terre, puisque là, il y a effectivement une pollution visible des paysages. D'où l'intérêt, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'essayer il y a quand même des zones de France, par exemple la Haute-Marne, voilà, où il n'y a pas grand monde, le paysage est plat. Bon, c'est moins gênant d'avoir des éoliennes dans ce coin. D'ailleurs, elles sont plutôt bien acceptées, voire parfois souhaitées par les élus. Qu'évidemment, en Bretagne ou dans des beaux paysages, ce serait criminel de sacrifier ces paysages. Donc, pollution visuelle, pollution écologique. Alors, il y a les oiseaux, il y a le bruit. Bon, il y a peut-être d'autres pollutions, d'ailleurs, que je n'ai pas identifiées. Mais nos équipes essaient de travailler. Alors, une des façons aussi de faciliter l'insertion locale, c'est de faire un peu de crowdfunding local. On a beaucoup développé ça en Belgique. Ça s'est d'ailleurs plus développé en Belgique qu'en France. Je ne sais pas pourquoi. Où on fait des éoliennes et on demande aux citoyens aux habitants qui habitent, s'ils veulent participer au financement. Et ils bénéficient, en général, on met un petit coup de pouce, d'un rendement supérieur à celui qui résulte de la garantie d'État sur le prix de rachat. Voilà. Mais néanmoins, je le disais tout à l'heure, je pense que le développement de l'éolien à terre est assez compromis en France, très fondamentalement ralenti. Donc on pouvait miser beaucoup sur l'éolien offshore jusqu'à ce qui arrive, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc pour l'instant, la perspective, elle n'est pas joyeuse pour l'éolien tout court dans notre pays, alors que ça se développe partout. Restera l'éolien flottant, qui lui permet de faire des éoliennes en théorie à 100 km des côtes. On fera toujours un câble électrique, évidemment, pour bien amener l'électricité. On ne sait pas encore amener l'électricité par les ondes. Il faut toujours un fil. Mais au moins l'avantage de l'éolien flottant, dans lequel il y a aujourd'hui beaucoup de travaux de recherche. D'ailleurs, votre ministère a lancé quelques travaux. Là, au moins, on éloigne les éoliennes des côtes, de la vue. Et également, on évite aussi les inconvénients que je signalais tout à l'heure au moment de la construction.
et des perturbations des fonds marins. Voilà. Deuxièmement, les batteries. Alors, les batteries ont fait... D'abord, les batteries, voilà aussi une technologie qui n'avait pas du tout progressé pendant 50 ans. Les batteries de voitures, c'est les mêmes formes, même poids, même pollution au plomb qu'avant la guerre. Alors d'un seul coup, elles ont fait des progrès pour le stockage de l'électricité, mais le stockage de petites quantités. Là aussi, les batteries ont fait des progrès considérables en matière de miniaturisation. Mais je redis ce que j'ai dit, on ne sait pas aujourd'hui stocker de grosses quantités d'électricité par des batteries. Elon Musk a beau construire des énormes usines qui vont baisser le coût unitaire, ça reste des batteries assez traditionnelles. Si on peut stocker un peu d'électricité produite sur les panneaux photovoltaïques qu'on installe sur les parkings des grands centres commerciaux, on ne stockera pas l'électricité pour l'alimentation d'une ville, d'une aciérie électrique ou d'une usine d'aluminium. En tout cas, pas demain. Voilà. En tout cas, ça fait des progrès. Mais moi, je crois beaucoup plus à une combinaison de stockage d'énergie sous forme d'hydrogène, demain sous forme de gaz. Le jour où on saura passer à un coût acceptable, c'est peut-être après-demain, d'électricité renouvelable se transformant en méthane, on aura un stockage qui pourra être compétitif et qui pourra s'appliquer à de très grosses quantités d'énergie parce que les stockages de gaz existent. Il n'y a pas à les créer. Il y a non seulement le réseau de transport de gaz, et il y a tous les stockages de gaz souterrains qui sont considérables, et d'ailleurs partiellement utilisés seulement actuellement. Voilà, donc les batteries, oui, font des progrès pour des usages qui s'inscrivent bien dans ce système décentralisé d'énergie. Mais l'équilibre de l'ensemble des systèmes énergétiques, à l'échelle d'un pays, cet équilibre-là devra reposer sur une gestion du stockage de l'énergie de façon intégrée, et la contribution des batteries, sans être négligeable, ne sera pas décisive. Oui, Julie Cazou de Climate. Alors ma question est extrêmement liée à la précédente. En fait, je veux savoir s'il y avait des mécanismes que vous mettez en place pour assurer la durabilité des matériaux que vous allez utiliser. Je pense notamment effectivement donc au lithium et aux batteries. Donc aujourd'hui, comme il y a une demande croissante, la Bolivie est en train de considérer d'en exploiter sur ses parcs naturels, notamment au Salar de Uyuni, ce qui va générer beaucoup de pollution, que ce soit au niveau des eaux, esthétique, pareil au niveau du tourisme, ça va avoir des impacts. Et je veux savoir si vous avez prévu des mécanismes qui permettent d'assurer la durabilité, parce que la transition écologique, au final, c'est, comme vous l'avez dit, c'est pas que le climat. Ça va au-delà et ça demande de prendre en compte de manière intégrée un nombre extrêmement important d'éléments. Voilà. Alors, c'est ce à quoi s'emploie le groupe Suez. Le groupe Suez veut être un acteur, sinon le leader de l'économie de la ressource. Donc, de l'économie renouvelable, société renouvelable. C'est son objectif. Ceci concerne beaucoup de matières, pas la totalité, parce qu'ils ne peuvent pas être partout. Alors, au niveau des consommateurs que nous ne sommes pas au niveau Engie, là, je rebascule sur Engie. Nous sommes des utilisateurs de moyens industriels, de moyens techniques, comme
les batteries, on n'est pas un gros utilisateur de batteries, puisque précisément nous développons d'autres formes de stockage d'énergie que les batteries. Par contre, la fonction stockage, aujourd'hui, est une fonction absolument indispensable et indissociable de notre activité même d'énergéticiens. Nous produisons de l'énergie, nous vendons de l'énergie, nous accompagnons par les activités de service tous nos clients dans leur propre transition énergétique. C'est-à-dire que nous ne sommes plus seulement un fournisseur d'énergie, ce qui a été historiquement notre cas. Nous sommes les partenaires énergétiques de nos clients, qu'ils soient industriels, individuels ou collectivités territoriales. La dimension que vous signalez en fait absolument partie, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, et c'est un début. Mais en tout cas, c'est une de nos préoccupations très importantes. Alors, on va peut-être prendre les 2-3 dernières questions. Donc, ici, et ici. Voilà. Si ça ne pose pas personne d'autre. Voilà. Peut-être couper, puisque je vois l'heure s'avancer. Bonjour, Céline Ramstein, je travaille à la Banque mondiale sur les questions du prix du carbone. Donc nous, on s'est beaucoup réjouis en décembre de l'annonce là, dont vous aviez parlé, d'un espèce de leadership décentralisé en Europe qui complémenterait la réforme de l'ETS. Donc je comprends que vous dites que ça freine un peu. J'aimerais mieux comprendre pourquoi. Et bon, je comprends qu'on attend le gouvernement allemand, mais quelles sont les raisons de fond qui bloquent? Et une raison qui est peut-être liée, c'est nous on travaille beaucoup avec les pays en développement, et un des problèmes qui revient de façon assez systématique, c'est la question de la compétitivité. Qu'est-ce que vous répondez à ça, et qu'est-ce que vous voyez émerger à la fois en Amérique du Sud et en Chine sur ces questions de tarification du carbone, et comment ça peut aider ou pas à répondre à ces questions de compétitivité dans un contexte où c'est des questions évidemment assez tendues. Voilà, merci. Bonjour, Sylvain Boucheran, société BL Evolution. Je voudrais revenir sur le titre de la matinée qui était la transition écologique. On a beaucoup parlé de transition énergétique, de technologie. Ensuite, on a parlé des enjeux de biodiversité qui sont souvent oubliés. On a parlé de la pollution qu'on exporte. Et au final, ma question était comment est-ce que vous envisagiez une transition juste? Je fais ce que je peux. Merci. Bonjour, Antoine Gontier de l'association Climate aussi, qui est donc de sensibilisation au changement climatique. Et je me demandais, vous êtes président de grandes entreprises, avec une grande sensibilité, vous dites aussi en tant que citoyen sur cette question de la transition. Comment vous arrivez à convaincre vos connaissances d'autres grands dirigeants, d'autres présidents de conseils d'administration qui sont peut-être bien moins sensibles, qu'il faut accompagner cette transition? Quels sont les discours qui marchent les mieux vers les plus réticents? Alors une dernière peut-être pour éviter de frustrer. Bonjour, alors Paul Bourgeois, je suis à la Commission nationale du débat public sur la PPE, donc j'aurais une ou deux questions sur la PPE. Bon courage. Merci. Donc les options choisies dans la PPE ne semblent pas forcément être les mêmes que celles que vous avez exposées ce matin, même si les objectifs sont les mêmes, en particulier sur tout ce qui est stockage. Donc les steps, c'est quelque chose qui semble être plus imaginé que par exemple l'hydrogène. Donc est-ce que vous pensez que ces options peuvent quand même permettre d'aboutir aux mêmes objectifs? Donc ça c'est sur le fond de la PPE. Et sur la forme, est-ce que vous pensez que la PPE en fait c'est le bon outil pour conduire la transition énergétique, ou est-ce qu'il faudrait, dans la mesure où c'est décentralisé, est-ce qu'il faudrait des outils qui soient aussi plus décentralisés qu'un plan quinquennal un peu à la soviétique? Une question auquel nous on attache beaucoup d'importance, la gouvernance décentralisée, on en a beaucoup travaillé là-dessus, c'est un vrai sujet. Président. Oui, alors je crois sur cette question avoir exprimé ma conviction que la technologie, changement dans les têtes, changement sociétal, rendait légitime et possible une décentralisation de la transition énergétique et au niveau des territoires, et rendait légitime la volonté des territoires de s'approprier la transition énergétique et le champ des possibilités de décider à leur niveau une stratégie parmi différentes options est tout à fait rendu possible
par l'évolution des technologies et la compétitivité des technologies. Donc aujourd'hui, c'est possible, et encore une fois, ça ne l'était pas auparavant. Auparavant, je dirais, l'État et EDF décidaient de tout, ou Gaz de France, et une collectivité n'avait rien à dire. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est différent. Donc là, je crois profondément, la PPE est indispensable. Il faut un cadre national, un peu, je dirais, un framework général à l'intérieur duquel chacun va s'inscrire. Mais chacun doit avoir une liberté de décider, d'apprécier à l'intérieur du cadre de cohérence globale. Alors, je vais essayer de répondre un peu aux 3 autres questions en même temps. Votre question, j'ai été confronté en amont de la COP21. Le gouvernement français m'avait demandé, pour préparer la COP21, de présider ce qu'on a appelé le business dialogue. Qu'est-ce que c'était que le business dialogue? C'était une réunion d'une 40aine de chefs d'entreprise internationaux face à une 40aine de ministres venant de 40 pays différents qui étaient les négociateurs. Et on devait remettre un rapport. Alors on a fait 3 grandes séances, une à Paris consacrée aux enjeux généraux, une à New York consacrée au prix du carbone, et une à Tokyo consacrée aux technologies de la transition énergétique. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que pendant cette année de débat, de réflexion, de discussion, la position du monde de l'entreprise a beaucoup changé à l'égard du fait climatique. Moi, je suis un ancien combattant du climat. J'étais présent à Rio il y a 20 ans, à Johannesburg il y a 10 ans, à Copenhague, et bien entendu à Paris, puis Marrakech, et puis Bonn. Voilà. Mais il y a eu le changement principal, à mes yeux, qui est intervenu sur cette période récente, c'est la prise de conscience du monde de l'entreprise et du monde des territoires. Clairement, à Copenhague, le monde des entreprises traînait les pieds. Je ne dis pas que ça a contribué à l'échec de Copenhague, puisque de toute façon, c'est essentiellement la Chine et les États-Unis qui ont décidé de torpiller Copenhague. Mais depuis Copenhague, et surtout dans les 2 ans ou les 12 derniers mois qui ont précédé la COP21, il y a eu une espèce de prise en masse. Alors, donc, j'ai essayé, au niveau du business dialogue, de faire avancer les choses et d'introduire dans notre conclusion finale, en demandant fortement que ça soit dans l'accord de Paris, le prix du carbone. Lorsque j'en ai parlé pour la première fois à Laurent Fabius, que j'avais invité à venir à nos réunions, il a dit « vous vous fatiguez pas, c'est pas dans le mandat donné, on a déjà tellement de trucs à régler, on ne va pas se coller en plus d'essayer de convaincre plein d'États qu'il faut mettre un prix du carbone ». Bon, alors on a insisté, ça a figuré finalement dans le rapport final, et la Banque mondiale a joué un rôle important au niveau a créé le Carbon Pricing Leadership Coalition, le High Level Group. C'est très intéressant. Moi, j'essaie d'y participer chaque fois que je peux. Et on essaie de faire progresser les choses. Donc, les entreprises ont vraiment bougé plus que les États. Enfin, les États aussi, mais ils étaient déjà là. Il y a, au sein du monde, j'allais dire, du business, il y a la finance qui a bougé. Vous l'avez dit, je suis président de Paris Europlace, et donc on avait décidé d'organiser, un peu avant la COP21, le Climate Finance Day, qui a eu un succès considérable. Plus de 1000 financiers, banquiers qui sont venus, et
qui ont réalisé, en fait, que le climat, ce n'était pas décoratif, ce n'était pas facultatif, qu'une catastrophe climatique serait aussi une catastrophe économique et financière et affecterait directement la valeur des actifs. Et donc, on a vu des groupes financiers, la Caisse des dépôts, puis AXA, des groupes financiers internationaux, les grands fonds de pension américains, BlackRock, Fidelity, etc., commencer à dire, nous, on va décarboner nos portefeuilles, on ne va plus investir dans les sociétés qui ne prennent pas d'engagement, on ne va plus investir dans les sociétés qui produisent du charbon, qui a entraîné d'ailleurs la faillite de Peabody. Voilà. Et alors, vous allez me dire, c'était intéressé. Mais oui, c'était intéressé, et c'est bien, et c'est la grande force de cette situation. Pendant un certain temps, l'écologie industrielle, l'écologie, c'était un peu le résultat de la conviction d'un certain nombre de patrons. Donc c'était souvent jugé comme étant, ouais, c'est un peu la danseuse du patron. Voilà, il y croit, donc derrière, on fait ce qu'il demande, mais voilà, c'est... on attend que le successeur mette fin à tout ça. Bon, finalement, aujourd'hui, il y a une convergence entre les... En tout cas, pour moi, je suis beaucoup plus à l'aise dans mes chaussures parce que il y a ce sentiment désormais partagé, pas forcément par tout le business, mais une bonne partie. Bon, en tout cas, je vois une harmonisation complète entre mes convictions anciennes dans ce domaine, et je peux démontrer que c'est l'intérêt bien compris de mon entreprise, essayer de démontrer, c'était votre question, à d'autres entreprises que c'est aussi leur intérêt bien compris. C'est pour ça que je pense que, et ce mouvement, il continue. Depuis la COP21, je trouve que les États n'ont pas énormément progressé. Par contre, les villes ont progressé, le business a progressé, l'industrie, le secteur de l'énergie, le secteur de la finance. On a refait un Climate Finance Day alors, au Maroc, à Casablanca, qui est la place financière, juste avant la COP22 de Marrakech. Pareil, grand succès. Et on a fait un troisième Climate Finance Day à Paris, et on a dit que ce sera désormais chaque année à Paris, parce que, en plus, la place financière de Paris, c'est spécialisé dans la finance verte, dans les green bonds. Donc voilà, donc, je pense que avec tout ça, on va faire une écologie juste. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous sommes à la conclusion, et vous savez quelle est notre règle pour la conclusion. C'est que nous demandons donc un vœu au secrétaire général de l'ONU, un vœu au président de la République et un vœu aux citoyens. Voilà. Oublié. Alors, mon vœu au secrétaire général de l'ONU, c'est de protéger et même de renforcer le multilatéralisme qui est très mis à mal par les États-Unis. Enfin, le multilatéralisme, ça veut dire simplement la solidarité entre les pays, entre les nations. Je crois que l'attitude des États-Unis fait courir un risque d'égratigner ce qui a fait la force du monde, la communauté des pays, communauté des nations, qui en tout cas nous a évité depuis 70 ans une guerre mondiale. Donc voilà, premier vœu pour le secrétaire général de l'ONU. Il n'a pas les moyens de l'imposer, mais enfin, l'ONU, c'est l'institution multilatérale qui crée la solidarité entre les nations par excellence. Voilà. Pour le président Macron, on veut, c'est qu'il ne s'arrête pas dans les réformes. Voilà. D'ailleurs, il n'en prend pas le chemin, donc tant mieux. Mais souvent, on a vu très souvent, il est en train de faire mentir
cette règle qui veut qu'on fait tout dans les 3 mois et après on ne peut plus bouger. Ben, c'est pas vrai. Et s'il arrivait à faire démentir cette règle, je crois que ce serait très bon pour notre pays et pour l'Europe. Et enfin, bon, pour les citoyens, hein, j'aurais qu'un mot d'ordre, oser. Oser, alors oser quand on est dans une entreprise, ça veut dire innover, ça veut dire proposer à ses équipes, à ses pairs, à sa hiérarchie, des innovations. Je crois que c'est assez bien parti, mais ça veut dire aussi oser créer sa boîte, ça veut dire aussi, quand on est un responsable politique, ne pas hésiter à créer des innovations de rupture. Quand on est maire d'une grande ville, c'est pareil, innover. Le champ de l'innovation et de l'audace est sans limite. Et j'ai un peu l'impression qu'en France, quelque chose est en train de se débloquer. Il faut surtout le favoriser. Voilà, c'est ce que vous faites.